Maintenant, on va voir donc les droits moraux. Différence entre les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux sont liés à votre patrimoine. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir les exploiter et c'est donc ça qui va potentiellement générer un revenu pour vous. Donc pour vous, pour l'auteur, pour l'autrice. Les droits moraux, eux, ils ne peuvent pas être cédés. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas les monnayer. Vous conservez ces droits même si vous cédez l'ensemble de vos droits d'auteur dans une convention, ce qui est quelque chose qu'on peut tout à fait concevoir. Ici, donc si vous faites ça, vous conservez quand même vos droits moraux. La seule chose qu'autorise la loi, ce qui est une manière, une entourloupe pour quand même arriver à la même chose, c'est que vous pourriez renoncer à les exercer. Donc ça, c'est une possibilité. On ne les cède pas, mais on renonce à les exercer, ce qui finalement revient quand même à peu près au même. Les droits moraux sont liés à la protection de l'œuvre en tant qu'émanation de l'auteur et à l'auteur, à l'intégrité de l'auteur en tant que tel. Donc vous avez 3 droits moraux qui existent. Le premier, c'est le droit de divulgation. Le droit de divulgation, c'est assez simple. Ça consiste à permettre à l'auteur, ou autoriser l'auteur à être la seule personne à pouvoir revendiquer le fait que l'œuvre est achevée. Autrement dit, donc seul l'auteur peut dire lorsque l'œuvre est achevée. Exemple relativement courant, imaginons notre artiste plasticien qui est dans son atelier, le galeriste avec lequel il travaille lui rend visite et lui dit « Ah ben tiens, telle création, celle-là, j'aimerais bien qu'on la mette, qu'on l'expose dans la prochaine exposition que l'on est en train de préparer pour le mois prochain. » Si l'auteur dit « Ben non, cette œuvre-là, elle n'est pas terminée », c'est son droit le plus strict, personne ne peut lui imposer. Ça veut dire de manière très pragmatique, si notre même auteur a oublié de payer sa facture Proximus ou peu importe sa facture d'eau ou d'électricité, et que finalement, par son plus grand malheur, vous avez un huissier qui vient pour saisir du mobilier pour payer quelque chose qui n'aurait pas été payé, donc si notre artiste a des dettes mais qu'il n'a pas les moyens de les payer pour une raison quelconque, les œuvres qui sont considérées comme inachevées sont insaisissables. Donc ça, c'est directement lié donc, au droit de divulgation. Le deuxième droit moral, c'est le droit de paternité. Alors désolé pour l'écriture inclusive ici, donc la loi malheureusement parle encore de droit de paternité. Si à l'examen vous mettez droit de maternité, je n'ai aucun problème avec ça, ou droit de parentalité si on veut être plus neutre, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ici le terme qui apparaît encore dans cette vieille loi qui est donc une mise à jour de loi au fur et à mesure des années, fait encore référence au droit de paternité ici. Alors de quoi s'agit-il ? Le droit de paternité, forcément, la possibilité de pouvoir signer l'œuvre, donc de se revendiquer comme étant l'auteur ou l'autrice de l'œuvre que vous avez créée, mais ça peut prendre d'autres formes, évidemment. On sait bien que dans le secteur culturel, vous avez, et ça arrive très souvent, donc vous avez la possibilité aussi d'utiliser un pseudonyme. Ça, vous pouvez le faire, c'est tout à fait valable grâce à votre droit de paternité. Vous avez aussi la possibilité de rester anonyme, si vous le souhaitez. Et donc, à ce moment-là, l'œuvre sera donc la personne qui représentera l'œuvre. Si on prend l'exemple d'un roman, alors on considère que c'est la maison d'édition qui est l'interlocuteur et qui, elle, évidemment, connaîtra toujours la véritable identité de la personne qui agirait sous un pseudonyme. Et le troisième, le droit à l'intégrité de l'œuvre, celui-là, par contre, il y a tout le temps des problèmes. Donc là, le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est le fait que l'auteur peut s'opposer à toute modification qui serait faite de l'œuvre sans son autorisation. Donc c'est le fait que l'on peut porter atteinte à l'œuvre en tant qu'émanation de l'auteur, justement. Alors cette atteinte à l'œuvre, elle peut prendre 2 formes. Ça peut être une atteinte physique, donc vraiment quelqu'un qui détruit une œuvre d'art qui était préexistante, ça c'est une atteinte au droit à l'intégrité de l'œuvre. Donc on ne peut pas détruire une œuvre qui a été créée par quelqu'un d'autre. Imaginons, quand vous êtes vous propriétaire d'une œuvre, quand vous êtes propriétaire de quelque chose, donc monsieur qui est sur son téléphone en ce moment, donc monsieur, si plutôt que de lire sur votre téléphone, vous décidez, vous êtes énervé, vous le jetez par terre parce que ce que vous lisez, c'est vraiment pas intéressant, vous détruisez votre téléphone, c'est votre droit de propriété que vous êtes en train d'exercer sur votre téléphone. C'est votre droit le plus strict.
Si, plutôt que d'avoir en main un téléphone, vous avez une œuvre d'art et vous êtes énervé de la même manière et vous décidez de détruire l'œuvre d'art, vous êtes pourtant propriétaire de cette œuvre, donc vous avez le droit de détruire ce dont vous êtes propriétaire, c'est le droit le plus absolu, le fait d'avoir un droit de propriété sur quelque chose. Mais ici, comme c'est une œuvre d'art, il y a un droit d'auteur qui vient en quelque sorte compenser le droit de propriété, et si vous deviez détruire cette œuvre d'art, ça porterait atteinte à l'intégrité de l'œuvre. Donc ça, c'est une atteinte physique. Ça peut être aussi une atteinte intellectuelle. Et là, chaque période électorale, en particulier aux États-Unis, nous donne une infinité d'illustrations. Lorsque vous avez Trump qui utilise certaines chansons de certaines stars lors de ses meetings, vous avez régulièrement les stars qui vont dire après « Ah, attention, non, moi je ne veux pas que Trump utilise cette chanson ou mes chansons lors de ses meetings ». C'est parce que c'est une atteinte à l'intégrité intellectuelle. L'artiste a la possibilité donc de refuser d'être associé à un courant politique auquel il n'adhérerait pas. Il n'a donc peut-être pas envie qu'on diffuse ses propres créations lors de meetings ici électoraux où un courant politique serait représenté auquel il n'adhérerait pas. Donc ça, c'est une possibilité. Alors ici, donc des œuvres après qui sont attaquées dans les musées, l'actualité nous en montre plein. Ici, nous étions au Danemark, vous avez une toile de Monet qui a été attaquée avec un coup de poing par un visiteur. Donc voilà, on a une infinité d'exemples qui existent et on le voit maintenant avec les dernières démarches avec des activistes essentiellement pour des raisons, pour des messages idéologiques et souvent à connotation écologique. On en reparlera plus tard dans le cours lorsqu'on parlera du droit pénal. On voit maintenant que les atteintes aux intégrités des œuvres sont devenues une manière de faire passer son message. On le verra, donc ça a des conséquences pénales également à partir du moment où c'est volontaire. Dans tous ces cas de figure-là, évidemment, il y a une multitude de questions juridiques qui ont été liées. Ici, on ne fait vraiment l'analyse que du point de vue de l'auteur. Alors ici, pour notre œuvre de Monet qui a été sauvagement attaquée, les droits d'auteur de Monet sont tombés dans le domaine public depuis longtemps, évidemment. Mais intellectuellement, l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre est évidemment évidente. Donc ça, ce sont les explications, ce sont les éléments de réponse pour vous montrer les différents droits d'auteur qui existent. Droits patrimoniaux d'un côté, avec ces fameux droits de reproduction, droits de communication publique, et droits moraux de l'autre, avec le droit à l'intégrité, le droit de paternité, etc.